Parfait. Donc, c'est un topo, enfin, c'est pas vraiment un topo. L'idée, c'était de, enfin, si, on va utiliser un simulateur qui nous met en situation comme au lit du patient. L'avantage, c'est que ça peut, donc, c'est des modèles de patients qui peuvent être soit type SDRA, plutôt restrictif, et on les passe en aide inspiratoire, soit plutôt obstructif, et donc pareil, on les ventile. Et donc le modèle de patient, c'est des patients virtuels, mais qui sont modélisés pour répondre comme ils le souhaitent à ce qu'on va faire comme réglage. Donc on va voir ensemble que l'avantage, c'est qu'on peut faire un peu tout et n'importe quoi, puisque ce n'est pas des vrais patients, jusqu'à les faire exploser si on veut, et de voir ensemble un peu parcourir un peu ces asynchronies. L'objectif, c'est de pas hésiter à interrompre ou à poser des questions. C'est vrai que quand on est dans une salle de cours, on est avec ce système qui est assez interactif, on voit un peu la tête des gens pour savoir si le message passe. Là, j'ai pas ce retour, donc et n'hésitez pas à m'interrompre. Donc, on va utiliser deux choses. Donc, le simulateur, ça ressemble à ça. Donc, vous voyez, on règle donc, le pointeur sur l'iPad, c'est ce gros carré. Malheureusement, c'est pas une flèche. Et donc, en haut, il y a ce qu'on va régler. Ici, il y a les différentes courbes. Et à gauche, toutes, c'est le monitorage avec les pressions, les temps, les volumes, etc. Donc, et en bas, on peut rajouter quelques monitorages aussi. Oups, pardon. Je sors de ça. Je ne sais pas si je peux l'enlever. Voilà. Et en bas, donc, ce que vous montrez ici, on va pouvoir mettre aussi quelques monitorages qui n'existent pas forcément dans la vraie vie, comme par exemple, vous voyez, pression alvéolaire ou pression musculaire. C'est des choses Alors, pression musculaire, on peut la monitorer, mais on va s'en servir à visée pédagogique pour finalement voir ce que fait le patient d'un côté et ce que nous, on règle et comment on peut trouver la meilleure interaction possible. La première partie, elle est un peu plus théorique, donc j'utilise une autre application qu'on a créée à Bordeaux qui s'appelle iVentilate. Celle-là, vous pouvez l'utiliser si vous voulez. Le simulateur, lui, c'est toujours un prototype, donc il n'est pas accessible sur l'Apple Store. Mais là, dans tout ce que je vais vous montrer, on va utiliser aussi un peu ça dans la mesure où ce que je vous explique, et vous pourrez les retrouver là-dedans avec des vidéos, les articles référents et puis des schémas à noter. Donc là, on va le faire en temps réel ensemble. Ça fait peut-être parfois beaucoup d'informations, mais vous pourrez retrouver le contenu sur cette appli, et c'est un bon combo entre le simulateur et ça. Voilà, donc c'est comme ça qu'on fonctionne pour l'enseignement, en tout cas en Nouvelle-Aquitaine, pour tout ce qui est ventilation mécanique. Pour commencer, on va faire un tout petit peu de théorie, que vous connaissez peut-être certains déjà, mais puis d'autres moins bien. Et en tout cas, il faut toujours enseigner, c'est répéter. Donc, ceux qui s'en souviennent, ça sera des rappels. Mais pour pouvoir faire les asynchronies et discuter un peu de la ventilation mécanique, on va repartir toujours sur ce schéma. Et avec une équation qui est l'équation du mouvement du poumon. Donc, même si là, on va parler plutôt de ventilation spontanée, il faut quand même garder en tête qu'on ne mesure les choses pour ce qui est affiché que dans le ventilateur. Alors, ce qui nous intéresse beaucoup, c'est ce qui se passe dans les alvéoles. On est intéressé à une partie qui est la pression résistive, et vous voyez qu'elle est essentiellement due à la sonde d'intubation, très peu aux voies aériennes. Même si elles sont de plus en plus petites, comme elles sont de plus en plus nombreuses, au fil à mesure qu'on se propage dans les voies aériennes à partir de la sonde d'intubation, on améliore la conductance. Donc ça, c'est important. Pression résistive, donc c'est essentiellement la trachée avec la sonde d'intubation. Et ensuite, la pression élastique, donc qui sert à distendre le système respiratoire. C'est en premier lieu le poumon, mais il est dans une boîte qui est donc la cage thoracique, les côtes, le sternum, le médiastin, et puis la paroi abdominale avec le diaphragme en interposition entre les deux. Et donc, il va falloir, tout ça, ça crée une certaine force qui est liée du coup à la pression résistive et à la pression élastique, qui est la quantité d'énergie qu'il faut mettre pour créer un volume et déplacer le système. Soit on est complètement passif et tout se fait par le ventilateur, soit il y a des muscles inspirateurs, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Et donc, c'est un mixte des deux. Donc, quand on reprend en équation, chose qu'on vous a souvent probablement déjà répété en ventilation mécanique, mais la pression totale à chaque instant, c'est la quantité d'assistance qu'on met par le ventilateur, c'est la quantité de dépression que génère le patient. Donc, la somme des deux doit être égale à la pression totale qu'il faut pour, à chaque instant, déplacer le volume souhaité par le patient à la vitesse et la fréquence qu'il veut. Et donc, on retrouve, c'est la pression, pardon,
Ce que ça fait comme pression, bah, c'est la pression d'où on part, donc ça peut être 0, enfin la pression barométrique. Ça peut être la PEP qu'on a réglée, 5, ou ça peut être la PEP totale s'il y a de l'autopep, 5, 7, 8, 9, 12, en fonction de la pathologie et des résistances des voies aériennes, de la compliance. Et puis, il y a la partie donc résistive, débit fois résistance, et la partie élastique, volume sur compliance, pardon. Donc c'est ce qu'on marque ici, pip tot, la pression résistive et la pression élastique. Quand on a un effort inspiratoire, quand on n'a pas d'effort inspiratoire, bah, P mus est égal à 0. Et quand on a un effort inspiratoire ici, bah, on peut essayer d'estimer P mus aussi pendant que le patient respire. Ça, on le verra un peu ensemble dans le monitorage, au-delà des asynchronies, pour savoir si le patient a fait trop d'efforts ou pas. Et donc, dans ce cas-là, bah, si on est capable de mesurer les résistances et la compliance d'un patient, on connaît donc les caractéristiques mécaniques du patient à chaque instant, et on peut faire de la ventilation assistée en fonction de ces caractéristiques mécaniques, en connaissant la pression totale, et en disant par exemple qu'on veut que l'aide du ventilateur ici, bah, ça soit égal à 50% de la pression totale à chaque instant. Donc ça veut dire que du coup, bah, le patient fait les autres 50%. Ça, c'est par exemple ce qu'on appelle la ventilation assistée proportionnelle. Donc pour vous dire que cette équation, elle reste très simple, et elle peut même asservir les modes pour faire de la ventilation mécanique proportionnelle en aide inspiratoire, enfin avec une assistance respiratoire qui, au lieu d'être un niveau de pression fixe, va être dépendant de l'effort du patient. Mais bon, ça, c'est pas ce qu'on va voir aujourd'hui, mais c'est des choses qui existent et qui, du coup, c'est vrai, probablement synchronisent aussi mieux les patients, puisque c'est le patient qui choisit son volume, sa fréquence, sa ventilation minute et qui adapte son effort. Donc ça, c'est juste pour les fondamentaux. Donc on reste avec ce schéma en tête, cette équation assez simple qui est juste multiplication-addition. On ne va pas partir dans des équations différentielles ou des choses plus compliquées. On reste très simple pour la mécanique respiratoire qui est utilisée en pratique clinique. Donc maintenant, on va repasser sur la ventilation avec le simulateur, sur les 3/4 d'heure qui nous restent. Et donc, on va tout d'abord reparler un tout petit peu des modes. Donc ça, c'est un patient qui n'a pas de ventilation spontanée et qui, avec un mode en volume, avec le débit est carré, avec une pression ascendante, pas carrée, L. Donc là, pour tout ce qui est asynchronie et ventilation assistée, on est plutôt sur des modes en pression, pardon. Et donc, la grosse différence avec les modes en pression et par rapport au mode en volume, c'est qu'on choisit un niveau de pression, certes. Et donc, dans notre équation du mouvement du poumon, on va dire qu'au fur et à mesure que le volume courant augmente et donc que la pression élastique augmente, il faut diminuer la pression résistive pour que la pression dans les voies aériennes reste constante. Et donc, le seul moyen de faire diminuer la pression résistive, c'est d'avoir un débit qui est d'emblée maximum pour atteindre cette consigne de pression, et ensuite décélère pour que la pression reste constante. Donc, si on utilise des modes type pression contrôlée sur un patient toujours en apnée, bah, en fait, on peut avoir exactement le même volume courant qu'en volume contrôlé. La seule différence, c'est que la façon de délivrer le débit est différente, elle est décélérant avec une pression qui est carrée. Donc on voit que le débit est d'emblée maximum. Les modes en pression, donc, sont temps dépendants. Ça veut dire que quand on va bouger le temps, on va changer les volumes. On va aussi changer les temps expiratoires par rapport au temps inspiratoire. Et donc, on peut créer des phénomènes d'inflation dynamique ou pas, mais comme on a un objectif de pression dans ce qu'on mesure, ce qui va varier quand on change les temps, c'est en premier lieu le volume courant. Donc, par exemple, c'est assez intuitif de dire que sur un mode en pression, si j'augmente la pression maximum, on va tout de suite augmenter le volume courant. On passe de 15 à 20. Donc ça marche assez facilement. Un autre moyen, mais si on veut rebaisser le volume courant, on n'a qu'à diminuer le temps. Si on baisse le temps inspiratoire, la pressurisation va être plus courte, et vous voyez, immédiatement, là, on montait tout à l'heure, et maintenant, on redescend. Donc les modes en pression, ils vont être importants d'intégrer, parce qu'on va s'en servir quand les patients vont être en spontané, qu'il faut gérer le temps inspiratoire. Alors souvent, je pose la question, quelle est la différence du coup entre la pression contrôlée et l'aide inspiratoire, la VSAI, Pressure Support Ventilation en anglais? Bah, au final, il n'y a pas de différence sur le trigger. Le trigger, il est sensible. Si le patient, vous lui prévoyez 20 de fréquence, mais qu'il veut 25, il peut avoir 25. Vous lui avez mis 5 de PEP, bah, il part de 5 de PEP. Vous lui mettez une aide à 10 ou une Pmax à 10, bah, il va avoir la même chose en aide inspiratoire.
La seule différence entre ces deux modes, c'est la gestion du temps. Les modes en pression donc, sont temps dépendants. Quand vous êtes en pression contrôlée, c'est vous qui choisissez le temps inspiratoire. Donc, vous voyez ici, je peux le régler, 0,9 ou pas. À chaque fois qu'on le fait, vous voyez ici, par exemple, quand le temps était court, le débit en fin d'inspiration n'était pas nul. Donc, on avait encore du débit en fin d'expiration. Là, comme je l'ai allongé, le débit va plus loin, donc l'air sous la courbe augmente et c'est pour ça que le volume courant augmente. On a pressurisé plus longtemps, on a laissé plus longtemps du gaz rentrer et donc on a plus de volume. En même temps, on a raccourci le temps ici expiratoire. Et donc, la vraie différence entre la pression contrôlée et la VSAI, c'est la gestion du temps inspiratoire. Et donc, quand on va passer le patient avec une ventilation spontanée, donc on va lui mettre de la ventilation spontanée. Tac, on va lui mettre. Enfin, pour l'instant, on va laisser comme ça. Donc là, le patient, il respire. Vous voyez, la courbe, elle est un peu moins lisse parce qu'il y a l'effort patient. Et donc là, on n'est plus en règle de choisir un temps inspiratoire, on choisit un pourcentage du trigger expiratoire. Ça, c'est très important de comprendre ça avant de parler de la synchronie, c'est-à-dire que là, dans le temps de pressurisation, vous dites plus je veux 0,2 secondes, 0,5 secondes, 1 seconde. En sachant que la normale, chez quelqu'un qui respire normalement, c'est le débit de pointe, c'est autour d'1 litre seconde, et le temps inspiratoire, c'est autour de 0,8 secondes à 1 seconde. Après, on peut avoir des patients qui sont polypniques, donc ils auront des temps inspiratoires plus courts, avec une demande qui peut être plus importante, des débits de pointe plus élevés. Mais en gros, retenez ces valeurs-là pour dire monsieur tout le monde. Donc là, on est comme en pression contrôlée, on a un niveau de PEP, un niveau de pressurisation, ainsi un trigger inspiratoire sensible qui peut être en débit ou en pression, avec le système de flow-by dans les ventilateurs. Donc souvent, vous voyez là, il est réglé à 1 litre minute, c'est-à-dire qu'il est très sensible. Donc c'est ce bouton, pardon, ici, trigger inspi. Par contre, maintenant, je ne choisis plus un temps. Ma règle, c'est un pourcentage du débit de pointe. Donc ça, je vais toujours bien le réexpliquer avant de partir des asynchronies. Ça veut dire que quand vous avez votre débit de pointe, quand vous inspirez d'abord très fort et ensuite vous inspirez de moins en moins fort. Ça, c'est physiologique. Notre débit physiologique, il est décélérant. Chose qu'on n'a pas quand on est en volume contrôlé, puisque le débit est carré. Mais les modes en pression ont cet avantage physiologique-là. Donc là, on voit que quand on arrive ici, le débit de pointe, c'est autour de 80 litres. Et puis quand il descend plus qu'à 25% de cette valeur de 80 litres, donc 25% fois 80, ici autour de 22, 23 litres, on a une ouverture de la valve et on considère que le patient a fini son inspiration. Donc on ne lui choisit pas un temps, on lui choisit un pourcentage du débit de pointe. Ça veut dire que le patient, pour un même pourcentage de débit de pointe, peut faire varier son temps inspiratoire suivant son effort inspiratoire. S'il inspire de manière plus importante et plus prolongée, il peut augmenter le temps parce que, en inspirant plus fort, le temps avec un débit qui est au-dessus de 25% du débit de pointe peut être plus long. Donc là, dans le simulateur, il n'y a pas trop de variabilité, mais on pourrait avoir sur un patient, on peut voir que parfois, il peut faire comme des soupirs. C'est-à-dire que si d'un coup, il inspire plus fort, il va pouvoir allonger son temps inspiratoire parce qu'il va rester plus longtemps au-dessus de la consigne qui est j'arrête d'inspirer quand je suis à 25% du débit de pointe. Donc il pourrait avoir le même débit de pointe, mais décélérer plus lentement. Et dans ce cas-là, ça allonge le TI. Donc vous donnez une règle qui va permettre au patient d'avoir une certaine souplesse sur son temps inspiratoire. Cependant, en fonction des pathologies, le patient étant souvent, quand on passe de la ventilation contrôlée à la ventilation assistée, pas forcément réveillé et bien coopérant, il va être parfois souvent en RAS-. Il peut être encore RAS-3, voire -4, et reprendre une ventilation spontanée. On peut réveiller le tronc cérébral en levant la sédation, bien avant avoir un éveil du patient. Et dans ce cas, ça va être à nous de regarder si ce temps inspiratoire est adapté. Et donc là, on va changer le pourcentage du trigger expi, ce qui veut dire que, vous voyez, si je vais, donc c'est parfois un peu confondant, mais pour allonger le temps inspiratoire, il faut diminuer le trigger expiratoire. Vous voyez, là, on va le faire. On va passer à 6%. Et le cycle d'après, vous voyez ici, le temps, la longueur du carré rouge, du rectangle rouge, vous voyez ici la durée du TI qui est de là à là est plus longue. Vous voyez que le débit s'arrêtait là, maintenant il s'arrête plus bas. Il y a un petit peu plus d'air sous la courbe du débit. Je rappelle que l'intégrale du temps d'une vitesse ou d'un débit, enfin l'intégrale est un volume pour le débit. L'intégrale d'un débit en fonction du temps, c'est le volume. Donc en fait, ici, quand le ventilateur calcule le volume, il ne fait que intégrer l'air sous la courbe du débit inspiratoire. Et donc vous voyez qu'ici, on a un peu plus. Donc si on regarde le débit, ici, il s'est arrêté, vous voyez, pratiquement à 10 litres. Donc il est très plus loin.
et donc le volume courant va augmenter. Donc ça, c'est à l'inverse. Si on cycle plus court, donc cycler plus court, ça veut dire mettre un trigger XP plus haut, ça va faire un TI qui va être très court. Donc là, ça crée même chez ce patient des asynchronies, ce qu'on va voir après. Donc, ça, c'est juste les bases du mode inspiratoire. Alors, je vais vous montrer autre chose juste avant. On va se remettre bien. On va mettre un peu de PEP, un peu plus d'aide. Bon, le trigger par défaut, souvent, c'est 30-35%. Ça dépend des marques des ventilateurs. Donc là, on repart sur une ventilation de ce patient. La dernière chose, c'est le fait de régler ou pas de la PEP. Donc la PEP, quand on va en mettre, que ce soit en sponte ou en contrôlé d'ailleurs, donc là, on avait 5. Si par exemple, on veut passer à 10, donc au moment où je vais faire ça, je vais demander au cycle d'après, vous voyez, de couper plus court et donc de cycler plus, de garder un certain volume, pardon. Et donc, si on mettait le volume ici, end expiratory lung volume, donc c'est quelque chose qui peut se mesurer avec le washing, wash-out de l'azote, par exemple, ou avec la technique des gaz inertes. Donc là, on voit que, donc ici dans le simulateur, je l'ai mis pour la visée pédagogique. Vous voyez, quand on augmente la PEP, finalement, le volume courant, si on prenait en compte la quantité de volume en plus qu'on garde au-dessus de la CRF, on devrait décaler la courbe de volume d'un certain volume. Vous voyez que le ventilateur, lui, ne le fait pas. Il reste toujours à croire qu'il part de zéro. Mais au moment où vous avez monté la PEP, vous voyez cette petite encoche, je vais enlever ça. Ici, cette petite encoche, c'est la quantité de volume qui est restée dans le patient. Alors, est-ce que c'est du recrutement? Est-ce que c'est déjà dans le territoire pulmonaire aéré? Tout ça, c'est une autre question. Mais quand vous allez toucher la PEP, vous allez demander au ventilateur de garder du volume. Donc, vous augmentez le volume télé-expiratoire. Alors ça peut être souhaitable ou pas, par exemple chez un patient obstructif qui est en ventilation spontanée. Donc, on va le voir ensemble après. Donc voilà, on peut régler la PEP, on peut régler le niveau d'inspiratoire. Bon, ça, c'est le niveau de pressurisation. On peut regarder, bon, la FiO2, ça dépend des gaz du sang. Là, il n'y a pas trop de sujet aujourd'hui là-dessus. Je vous ai parlé du trigger expi, du trigger inspi. Dernière chose, on peut regarder ce qu'on appelle pour avoir une petite idée de la commande ventilatoire, on peut faire deux choses. On peut faire des tests d'occlusion. Donc, on fait une pause téléexpiratoire et le patient, bah oui, il avait prévu de faire un effort. Donc, lui, il se contracte. Et donc, cette dépression, elle est d'autant plus importante que le patient avait prévu de faire un effort important. Elle surestime un petit peu l'effort parce qu'elle met le diaphragme dans des bonnes compositions, on va dire, avec une valve qui est fermée. Et donc, probablement qu'il aurait inspiré un petit peu moins fort si on avait mesuré, par exemple, avec la pression œsophagienne, l'effort inspiratoire, plutôt qu'avec une occlusion. Si on affiche en miroir, vous voyez la pression musculaire qui génère à chaque cycle, bah, vous voyez que c'est proportionnel, c'est normal, c'est son effort qui crée cette dépression. Et donc ça aussi, on peut le mesurer ici. Vous voyez, on est autour, on va dire, moins 5 cm d'eau. Donc, cette pression d'occlusion, elle est intéressante. On peut l'utiliser pour se faire une idée de l'effort. On a aussi la P01T. Donc, si on prend avec des copies d'écran... Ah oui, non, je ne l'ai pas sur. Voilà, donc ça, c'est pour se donner une idée, puisqu'on va regarder les asynchronies et les efforts patients. Quand on règle les asynchronies, parfois, on est obligé de baisser le niveau d'assistance et il faut avoir une petite idée de comment se passe l'effort du patient derrière. Donc, on peut regarder cette pression d'occlusion. Plus elle augmente, plus le patient fait un effort important. On peut regarder, alors, quand on fait cette pression d'occlusion aussi, donc c'est une pause télé-expi, le ventilateur peut le faire de manière un peu automatisée et lui, il peut regarder dans les 100 premières millisecondes, donc au tout début de la dépression ici, la valeur de la décroissance de la pression, vous voyez, pendant les 100 premières millisecondes, ce qu'on appelle la P01T. Et en gros, il faut qu'elle reste en dessous on dit 3,8, mais on retenait 4 cm d'eau. Quand elle commence à être au-dessus, 5, 6, 7 cm d'eau, c'est que le patient a une commande ventilatoire très active. Probablement qu'il est soit inconfortable, ça peut être parce qu'il est douloureux, pas bien, stressé. Ça peut être aussi parce que son effort est intense. Donc ça, c'est pour le monitorage de l'effort. Donc maintenant, on a dans la bibliothèque de patients des patients qui peuvent être BPCO ou en SDRA. Alors le plus simple, je trouve, pour commencer, c'est plutôt les patients qui sont sur un volet restrictif, parce que déjà, je trouve qu'il y en a pas mal. Il y en a eu beaucoup forcément avec le Covid. Donc, c'est pas forcément d'être en fibrose pulmonaire, mais c'est avoir des poumons qui sont encore inflammatoires, qui sont donc encore un peu chargés d'eau. C'est pas pour autant qu'il faut pas et de cellules, et donc on peut tout à fait les mettre en sponte après quelques jours plus difficiles. Et on a souvent des ventilations qui commencent
avec par défaut des cyclages qui sont ce qu'on appelle des cycles prématurés. Donc, vous voyez, là, c'est un réglage, par exemple, j'ai mis 10 de PEP, bon, peut être un peu, enfin, pourquoi pas, hein. Disons qu'en dessous de 60% des FiO2 et 12 de PEP, c'est faisable de les passer en aide. En tout cas, c'est un peu les chiffres qu'on retient dans les études quand on propose des protocoles de sevrage. Là, on a 15 d'aide, donc voilà, c'est conséquent. Ici, le monitorage, donc c'est un homme d'1 m 80, donc ça nous fait 6,6 minutes kilo, donc on n'est pas dans des volumes très importants, mais voilà, il est du coup assez restrictif. Et donc la première chose, donc toute la sémiologie pour les asynchronies, c'est sur les courbes essentiellement de débit, puisque la courbe de pression, elle suit exactement ce qu'on lui a demandé, à savoir partir de 8 de PEP, mettre 15 de pression, ce qui vous met une pression de crête à 23. Donc l'algorithme, il est fait pour ça. Il va utiliser l'équation du mouvement du poumon pour que P airway à chaque instant soit fixe à 23 de pression de crête. Donc ça, c'est important à garder en tête. Ça veut dire qu'on ne s'attend pas à avoir grand-chose sur les courbes de pression. Par contre, pour arriver à faire ce 8 et ensuite plus 15 pour aller à 23, donc 8 de PEP, 15 d'aide à chaque cycle, pendant un certain temps, qui est donc en fonction du trigger expiratoire en pourcentage de débit de pointe, pour faire ça, le débit va s'adapter. C'est-à-dire que si un patient fait d'un coup un effort plus important, du coup, il y a une pression plus négative dans le thorax, donc le respirateur, pour maintenir la pression à 23, va faire plus de débit. Ça peut être pendant un temps plus prolongé ou avec un débit de pointe plus important. Donc ça, c'est l'algorithme qui fait ça. Donc la sémiologie est intéressante. Tout ce qui est inspiration, c'est fait en partie par le ventilateur, d'une part, plus le patient, d'autre part. La partie expiratoire, elle est passive en conditions saines, en savoir que la valve s'ouvre et le patient se vide. Elle peut être active si, par exemple, il utilise ses muscles abdominaux pour expirer. Donc ça peut créer aussi, le fait d'utiliser très fortement ses muscles abdominaux pour expirer, ça peut aussi créer des asynchronies. On en parlera peut-être à la fin. Donc là, la première chose qu'on a comme asynchronie, c'est ce qu'on appelle les cycles prématurés. Alors, qu'est-ce que c'est les cycles prématurés? C'est-à-dire que la valve s'ouvre trop vite, donc c'est plus vite avant que le patient ait fini d'inspirer. Donc c'est très classique quand les patients ont des compliances de plus en plus altérées, plutôt basses, enfin basses même. Donc c'est plutôt des syndromes restrictifs. C'est pour ça que quand je dis post-SDRA, ça pourrait être... Alors, les fibroses pulmonaires, on les ventile généralement, on les intube pas, ou en tout cas pas s'il n'y a pas de projet de greffe derrière, mais quand on les a ventilés, on peut vraiment être embêté avec ça et avoir besoin d'avoir des cycles qui sont très prématurés. Pourquoi? Parce que la valve s'ouvre et vous allez insuffler dans un poumon qui est relativement rigide. Et donc, très vite, vous êtes obligé de décélérer parce que vous avez atteint votre consigne de 23 de pression de crête parce que le système est très rigide. Or, le patient est toujours en train d'inspirer et donc le cycle est prématuré. Il s'est arrêté avant la fin. Alors, comment ça se voit? euh, Ça se voit sur la courbe de débit expiratoire avec cette petite encoche. Vous voyez, on la voit ici, cette petite encoche. Ça veut dire que la valve s'ouvre, il expire, donc il y a tout de suite de l'air qui sort, mais comme il est encore en train d'inspirer, au bout d'un moment, ça se voit sur les débits qu'il y a toujours une contraction de ses muscles, et donc ça inverse le flux quand il est plus faible. Si je vous affiche la pression musculaire, vous voyez qu'il y a un petit décalage de phase. Normalement, on voudrait que la pression musculaire du patient en rose soit à peu près en face de la pression d'insufflation, d'assistance en rouge. Là, vous voyez que l'assistance s'est arrêtée avant la fin du... Donc, si on regarde ici, vous voyez, le débit s'est arrêté pile poil là. Donc, pour ça que la pression en rouge diminue d'un coup. Le débit s'est arrêté à 30% de débit de pointe, donc à 34 litres. Et vous voyez qu'on était encore dans l'ascension de la pression musculaire en rose. Il n'est pas fini son effort inspiratoire. Donc, ça, c'est très, très fréquent quand on regarde sur des patients qui ont fait des SDRA et qui ont ça. Et donc, vous allez pouvoir optimiser le temps inspiratoire. C'est vrai que normalement, on n'a pas la PMUS, mais on voit cet accident. Si on optimise la pressurisation, l'aide inspiratoire, ça veut dire qu'on va régler du coup notre trigger expi pour avoir un temps inspiratoire plus long. Donc, si vous avez bien compris comment ça marche, ça veut dire que mon 30% est trop court. Et donc, pour allonger le temps inspi, il faut diminuer le trigger expi. En faisant ça, on espère avoir un TI qui est plus long. Et je vous dis que les modes en pression, surtout, vous voyez qu'ici, le débit, il s'arrête à 30%. Donc, comme je vais donner plus de temps, il va pouvoir recevoir plus de pressurisation et ça va être plus en phase avec la pressurisation, avec l'effort du patient. Donc la première chose pour laquelle on va s'attendre à avoir, c'est que le volume courant va augmenter. On va quand même garder
la pression musculaire à visée pédagogique en face. Et vous voyez, donc on peut descendre. Moi, tous les postes de drap, je les ventile avec 10% de trigger expiratoire. Et donc, quand on fait ça, on va faire disparaître la petite encoche. Vous voyez qu'immédiatement, du coup, les deux courbes sont plus en phase. Maintenant, quand on a fini l'effort, on est pratiquement quand on a fini de pressuriser. Après, l'effort musculaire diminue. Vous voyez que là, on a allongé le temps inspiratoire. Le débit au moment d'ouverture est plus bas que tout à l'heure. L'air sous la courbe étant plus importante, on a augmenté le volume courant. Donc, on est passé de 6,6 à 8,2. On n'a pas eu besoin de changer le niveau d'assistance. On a juste mis en phase le patient qui inspire et le niveau d'aide. Et du coup, ça permet, et vous voyez que du coup, là, le débit, on n'a plus cette petite encoche. On va voir si c'est vrai sur les cycles suivants. Et donc là, on est plutôt pas mal. Donc ça, donc sur les cycles prématurés, c'est assez fréquent. Donc, quand vous voyez ça, ces petites encoches, donc je vous les remets pour bien faire la différence. Vous voyez que dès que le TI est trop court, il y a encore de l'effort pendant. Donc, on peut bien comparer les deux. Pas le même TI, pas le même volume, cette encoche sur le débit qui correspond bien à une pression, qu'il faudra se projeter dans sa tête que c'est parce que la pression musculaire continue. Alors, si on met un ballonnet œsophagien, on peut avoir, alors ça sera inversé, là je l'ai mis en positif parce que je voulais pas que ça se superpose sur la courbe de débit, mais c'est une pression négative ici, la pression musculaire en rose. Donc là, elle est entre 0 et 5, mais elle est négative. Donc, si on met un ballonnet œsophagien, on peut voir ce type d'asynchronie, ou alors on peut le voir aussi si on met un capteur de NAVA, la sonde gastrique avec les électrodes. On verra que l'activité électrique du diaphragme, qui est proportionnelle complètement, la pression transdiaphragmatique est proportionnelle avec un facteur K à l'activation électrique du diaphragme. Donc, vous aurez, en termes de timing, c'est exactement identique à la PESO. Donc, c'est deux techniques de monitorage qu'on peut utiliser au lit. Mais déjà, ne serait-ce qu'en lisant les courbes, vous voyez qu'entre ces deux courbes-là, ça vous donne une sémiologie qui vous dit qu'il faut allonger le temps inspiratoire. À l'inverse, alors là, je ne vais pas mettre le patient beaucoup plus rigide, mais on va faire je vais enlever la PMUS. Si on se trompe et qu'on met un TI beaucoup trop court, on va se retrouver avec un patient qui, comme il est rigide, vous allez avoir un TI qui est très court, donc vous allez arriver très vite à la consigne d'ouverture de valve, puisque vous ne pouvez pas, comme le poumon est rigide, vous n'avez pas assez de temps pour insuffler, pour prendre le temps pour insuffler. Alors, quand on fait ça, on va se retrouver avec un TI qui est très court, et donc ça amplifie encore plus ce phénomène qui peut, vous voyez, là, il est un petit peu progressif. Petit à petit, il y a l'encoche est de plus en plus importante. Et au bout d'un moment, l'encoche, si on met la PMUS, vous voyez, elle va déclencher un deuxième cycle. Ça veut dire que la valve s'est ouverte, mais comme l'inspirait encore fort, vous voyez que le patient, ça l'agace un peu, il monte petit à petit son effort musculaire, là. Donc, au bout d'un moment, il fait suffisamment d'efforts parce que le TI est trop court et qu'il n'a pas le volume qui va. Donc, il augmente sa commande ventilatoire, il inspire plus fort. Et au bout d'un moment, il va être capable, sur le deuxième cycle, quand la valve s'est ouverte ici, l'effort qu'il fait redéclenche un deuxième cycle. C'est ce qu'on appelle les efforts, les doubles déclenchements. Donc, parfois, ça peut être lié à de l'eau dans les circuits, ce qu'on appelle du coup des autodéclenchements. Il peut y avoir, mais c'est plus compliqué, des reverse triggering. Le premier cycle est un autodéclancement et le deuxième cycle est déclenché par ça. Donc, on peut dire qu'il y a trois façons d'avoir ces aspects-là de double débit. Le plus fréquent en aide inspiratoire sur des patients plutôt restrictifs, c'est que le temps inspiratoire est trop court. Pour donner une idée, donc là, je le provoque un peu en mettant un cyclage avec un TI très court, mais on peut avoir des patients, notamment nous, quand on a des patients intubés en attente de transplantation pulmonaire pour des fibroses, ce qui est rare, ils sont en bridge à la greffe, ils peuvent avoir un TI où on a optimisé, on a mis 5% de trigger XP, donc on est au maximum du temps inspiratoire. On fait aussi en sorte d'avoir une pente pas trop rapide, parce que si vous mettez une pente très raide, ça tape plus vite dans ce mur qu'est ce poumon rigide. Donc on essaie de mettre une pente un peu plus douce, un cyclage le plus long possible, et on peut avoir comme ça, malgré tout, des patients qui, tous les 3-4 cycles, double déclenchent, voire un coup sur deux. Et dans ce cas-là, alors là, il y a un truc qui marche, qui est radical. Alors, il faut imaginer que si c'est des patients qui ne sont pas greffés, c'est des patients qui vont mourir parce qu'ils ont un poumon tellement rigide qu'on n'arrive plus à les ventiler en aide. Mais si on est sur un projet de greffe, on est amené à les ventiler. Et donc, nous, par exemple, on utilise la NAVA, puisque là, du coup, sur des compliances basses, alors, il y a des données qui sont intéressantes aussi sous ECMO, où on voit que les patients, quand les poumons, si on veut faire de la sponte avec des poumons très rigides,
on peut synchroniser les patients avec l'activité du diaphragme, puisque du coup, là, vous allez suivre toujours ici cette onde de pression musculaire. Donc voilà, c'est une possibilité. Mais sinon, généralement, quand c'est juste sur du syndrome restrictif, pardon, de SDRA, en mettant le débit le plus bas possible, donc nous on met 10 litres. Alors le seul inconvénient quand on se met à 10 litres, à 10%, pardon, vous voyez là tout de suite, ça change nettement le volume courant, la synchronie patient-ventilateur, le débit expiratoire est joli, la fréquence va un peu baisser. Vous voyez, l'effort du patient diminue aussi, puisque maintenant, il a moins besoin de faire d'effort, puisque l'effort qu'il fait, il est en phase avec l'assistance du ventilateur. Voilà, ça, c'est les doubles déclenchements, les cycles prématurés, ce qu'on voit plutôt sur les formes restrictives comme type d'asynchronie, et donc qui se règle en touchant le trigger expiratoire en mettant plutôt bas. Une des limites, ça serait si vous faites ça sur un patient vénique restrictif et vous voulez allonger le temps expiratoire, c'est possible, mais il ne faut pas que les fuites, si vous avez un débit de fuite qui est supérieur, vous voyez ici que ça correspond, on va faire une pause, il expire, vous voyez à la fin, il est à 13 litres. Si vous avez une fuite à 15 litres, la pressurisation, le débit ne va jamais décroître au-dessous de la fuite, puisque comme il y a une fuite, il pourrait toujours continuer à souffler. Donc, quand vous mettez un trigger expi très bas, il ne faut pas qu'il y ait trop de fuite dans votre système. Alors, si le patient est intubé entier, il n'y a pas trop de raison. Si le patient est un patient avec une fistule bronchique ou bronchopleurale avec un gros débit de drainage en aide, on peut être embêté aussi avec ce débit de fuite pour la fin de l'inspiration. Donc, sur certains modes, je crois sur les respirateurs de General Electric, par exemple, pas tous, sur les V60 de Philips, on a en backup, au-delà du trigger expiratoire dans les réglages d'alarme, enfin de sécurité, on a un TI max. Ça évite d'avoir, donc généralement, moi je le mets à 1 seconde 20. Il y a peu de chances qu'un patient respire naturellement 1 seconde 20. Donc ça veut dire que si jamais j'atteins les 1 seconde 20, c'est qu'il y a quelque chose qui fuit, un truc qui s'est déconnecté, ou etc. Il faut aller vérifier ça. Donc on peut, en sécurité du trigger expiratoire, sur des formes comme ça, où on baisse le débit, le trigger expi pour avoir un temps d'insufflation plus long, vérifier qu'il n'y a pas de fuite et en tout cas mettre un TI max de sécurité. Donc voilà pour le volet restrictif. J'espère que on va pouvoir en discuter après si vous avez des questions. On va faire ça à la fin. Et maintenant, je vais attaquer donc l'autre versant dans les asynchronies, qui est sur les patients plutôt obstructifs. Donc là, on va changer de patient. Donc on va partir sur un patient plutôt BPCO. Voilà. Donc là, déjà, avant de commencer, donc la morphologie vous voyez que la courbe expiratoire est très différente. Donc ça, c'est un signe clinique très fort. Je dis que la sémiologie se fait sur les courbes de débit. Donc là, vous avez un débit de pointe et ensuite vous avez un freinage qu'on appelle flow limitation, avec un phénomène de collapsus, réouverture des voies aériennes au fil de l'expiration. Donc c'est aidé au début par l'élastance du poumon qui aide à expirer, mais après l'élastance, comme elle est très anormalement basse, enfin la compliance très anormalement élevée, on a un poumon qui est un peu ballon de baudruche, souple, donc ça participe plus trop. Donc ensuite, on utilise ces muscles abdominaux, mais en appuyant avec l'abdomen, on augmente la pression dans l'alvéole, mais aussi dans la plèvre, donc ça comprime les bronchioles, donc ça fait ces phénomènes de prolongement comme ça, de débits expiratoires qui sont assez horizontaux. Avec cette ouverture de valve, puis hop, on arrive tout de suite à ce point de flow limitation, donc il y a une pointe, et ensuite c'est assez plat. Donc ça, c'est très caractéristique des BPCO ou des obstructions sévères. Donc là, on la voit. Donc on prend un réglage, je prends toujours un peu le principe, typique, 5 de PEP, 15 d'aide, 25% de trigger expiratoire. Donc là, sur la sémiologie qu'on a sur les courbes, il y en a plusieurs. Donc vous voyez que la pression en rouge, c'est toujours, on part de 5, c'est ce qu'on lui a demandé, et on va à 20 puisqu'on a mis 15 d'aide. Donc là, ça fera toujours des créneaux. Ce qui change, c'est que le patient, il peut faire de la variabilité, il respire. Vous voyez que là, il ne respire pas de manière très... là, il y a un grand trou, puis il repart, etc. On a quand même quelqu'un qui a une obstruction très sévère. Donc ça se manifeste par ici le débit de pointe, puis le flow limitation. Et ensuite, vous voyez que l'inversion de la courbe ici de débit, qui était en train d'expirer, elle remonte vers le positif, alors qu'elle est négative en expiration, donc elle revient vers l'inspiration. Et ça peut être ce qu'on appelle une première asynchronie, qui a un retard de trigger inspiratoire. Et donc ça,
À quoi c'est dû? Vous voyez, si j'affiche la pression musculaire, vous voyez, il voulait respirer ici et ça ne s'ouvre qu'un peu plus tard. Vous voyez qu'il y a quand même tout ce temps-là, tout ce triangle ici de délai de trigger inspiratoire. Pourtant, on a mis un trigger très sensible à 1, on ne peut pas mettre beaucoup moins sensible, mais en fait, là, le BPCO, lui, il a comme caractéristique qu'en fin d'expiration, son volume d'équilibre est au-delà de sa CRF, puisqu'il y a un volume trappé lié à sa constante de temps qui est très lente, parce qu'il a des résistances élevées et il a une compliance élevée, un poumon très souple qui ne revient pas à sa position d'équilibre facilement. Et donc, en fin d'expiration, normalement, la pression alvéolaire est égale à la pression à la bouche, qui, chez nous, dans la salle, est à la pression barométrique. Là, on va avoir plus. Et donc, comme il y a plus de pression, quand le diaphragme se contracte, il faut arriver à inverser cette pression positive dans les alvéoles en fin d'expiration pour qu'elle redevienne négative et que le débit s'inverse. Donc, on voit que le débit, petit à petit, s'inverse, mais il faut un certain temps pour qu'il repasse la barre des zéros pour déclencher un cycle. Et donc ici, ce délai-là, c'est ce qu'on appelle le retard de trigger inspiratoire. Donc c'est très lié à la présence d'une autopèpe. Si on regarde la pression dans les alvéoles, donc là on complique un petit peu. Donc, vous voyez ici, pendant l'expiration, la pression dans l'alvéole, elle diminue doucement. Puis d'un coup, vous voyez, hop, elle descend, elle drop vers le bas. Si on met la pression musculaire, donc ça va faire un peu chevauchement, vous voyez qu'elle commence à descendre quand la pression musculaire se contracte. Donc, quand le diaphragme se contracte, la pression alvéolaire, forcément, elle est moins positive, puisqu'il y a une contraction du diaphragme. Ce n'est pas pour autant qu'elle est négative, mais elle est moins positive. Quand elle dépasse, la pression dans les alvéoles passe en dessous du niveau de PEP qui était choisi, là, il faut déclencher un cycle, ce qui fait ici en rouge. Et donc, le retard ici en bleu du débit qui met du temps à repasser la barre est lié au temps que met la contraction du diaphragme, ici la dépression, à inverser la pression qui était positive dans les alvéoles. Par exemple, s'il y avait plus 10 d'autopep, il faut faire moins 10 avant que la valve s'ouvre. Donc déjà, on comprend un peu sur cette asynchronie-là, comment on joue un peu dessus. Eh bien, c'est cette fameuse règle de ne pas mettre 0 de PEP. En gros, quand vous êtes en ventilation contrôlée, le patient passif, s'il y a 10 d'autopep, vous pouvez mettre 0 de PEP, ou alors vous pouvez mettre un peu plus. Généralement, c'est un papier de physiologie des années 90 de Martin Tobin qui montrait bien ça, ce qu'on appelle la théorie des chutes d'eau. Il ne faut pas mettre plus de la moitié de la PEP totale en PEP extrinsèque sur un patient passif. Quand on fait ça, on vérifie quand même qu'avec la moitié, ça n'entraîne pas chez un tiers des patients une augmentation de la PEP totale. Sur un tiers des patients, ça ne fait rien. Et sur le premier tiers, par effet un peu paradoxal, de mettre de la PEP externe améliore le débit expiratoire. Parce que ça retarde ce phénomène de collapsus en mettant un peu de pression expiratoire. Ce n'est pas tous les patients, c'est qu'un tiers. Et ça, c'est vrai en ventilation contrôlée passive. En ventilation assistée, quand on a une activation de ces muscles inspiratoires, on va mettre de la PEP, pas du tout pour ces phénomènes d'améliorer le débit expiratoire, mais pour dire que, vous voyez qu'ici, il part de peut-être plus, au moment où il inspire, il est à plus 7, on va dire. Donc, il faut qu'il fasse plus 8, moins 3 cm d'eau s'il y a 5 de PEP, et il faut qu'il fasse moins 7 cm d'eau s'il y a 0. Donc, le fait d'avoir mis 5 fait qu'on va diminuer ce retard. Donc, en gros, on met souvent, donc il y avait un très beau papier de Jordi Mancebo, qui était un physiologiste de renom, qui avait montré que dans les débuts des années 2000, fin des années 90, les BPCO, il fallait leur mettre entre 5 et 10 de PEP pour améliorer ce retard de trigger inspiratoire. Donc là, on a 5, donc on peut laisser 5 en haut. Donc vous voyez, ici, en fait, la dépression qu'il y a là, de pression alvéolaire, elle est égale à l'autopep du patient. Donc ça aussi, ça ne se mesure pas sur les patients. Normalement, on ne l'affiche pas. Le seul moyen d'avoir un reflet de ces dépressions qu'on fait et de pouvoir voir la valeur d'autopep en ventilation spontanée, c'est aussi de mettre un ballonnet œsophagien sur la gastrique. Et donc là, vous allez enregistrer la dépression faite par les muscles respiratoires et vous allez voir le temps de passer de la dépression, de la fin d'expiration à mon diaphragme se contracte et la quantité de dépression qu'il faut faire pour déclencher un cycle chez un BPCO, ça vous donnera la valeur d'autopep. Ok, donc ici, le moment où ça déclenche. Bim. Donc ça, c'est la synchronie assez simple qui est le retard de déclenchement inspiratoire. La vraie asynchronie qui nous embête, parce que ça veut dire que c'est un petit peu de dépense énergétique pour rien, mais c'est pas si grave. Et en gros, il a un petit retard, donc il dépense de l'énergie, ce qui lui fait consommer de l'oxygène, il recrache plus de CO2, et donc c'est une petite perte énergétique. Mais les vraies asynchronies, ça on appelle ça les asynchronies minimes, la vraie asynchronie du BPCO, elle est ici. Enfin, on peut laisser
Vous voyez là, donc là, il y a ces retards ici de trigger. Et ici, vous aviez un effort. Le patient, il y a une dépression. Là, vous voyez, il y a un long temps sans les expirations. Et ici, il y a une dépression qui est liée au patient qui a bien contracté son muscle, mais ça n'a pas été récompensé. Donc ça, ce sont les efforts inefficaces. Donc eux, j'ai enlevé ça, eux, ils sont problématiques parce que le patient, il fait un effort et il n'est pas récompensé. Donc, on va voir un peu ces efforts inefficaces. Non, ça c'est bon. Non, mince. Oups, PPC. Attends, on recommence, désolé. Donc, je mets 7, 15, 25% de trigger. Donc là, on lui met de la pression, donc on va le laisser s'équilibrer. On va rediscuter ces asynchronies. Donc, celle-là, on peut la minimiser avec un peu de PEP externe. Je vous ai dit entre 5 et 10. En fait, ce qu'avait montré Jordi Mancebo, c'est quand on mettait au-dessus de 10, finalement, ça finissait par gêner le patient pour expirer et ça augmentait sa P01T, ou sa pression d'occlusion, son effort. Donc là, on va rester, voilà, là, on a un peu tout comme asynchronie. Donc, ici, le retard au déclenchement. On voit bien, il déclenche ici alors qu'il y a un petit délai. Et là, vous avez ces fameux efforts inefficaces. Donc, en fait, il faut se dire qu'un BPCO sévère qui a une telle limitation du débit ici, avec un débit très horizontal, il n'y a aucune chance qu'il soit à 11 de fréquence respiratoire. Il est en acidose respiratoire et il fait des efforts inefficaces. En fait, sa fréquence neurologique, elle est plutôt, là, si c'est 1 pour 2, bah, c'est le double. Donc, en fait, vous enregistrez le ventilateur, il vous dit ce que lui, il fait. Donc, c'est les carrés rouges, il dit qu'il est à 11. En gros, un BPCO sévère qui est sous assistance, il est au-dessus de 20 de fréquences. Si vous êtes avec des fréquences autour de 15, c'est qu'il y a probablement pas mal d'efforts inefficaces. Donc, il faut regarder la lecture de courbe. Sur la courbe de débit, donc vous allez voir ces accidents, alors qui peuvent être plus ou moins précoces dans le cycle, ou tardifs, mais qui sont de toute façon des efforts qui ne sont pas récompensés. Donc là, il y a une dépense énergétique, une contraction du diaphragme, une production de CO2, mais qui n'entraîne pas d'expiration, donc ça n'a pas d'intérêt. La première cause pour ça, donc il y a plusieurs façons de régler le système dans le traitement de cette asynchronie-là. Ce qui vient assez naturellement aux gens habituellement, c'est de dire on va allonger le temps expiratoire. Donc, on va mettre un TI plus court. Donc, pour mettre un TI plus court, à l'inverse, je vous dis qu'il faut augmenter le trigger expi. On dit qu'on va s'arrêter à 50% au lieu de s'arrêter à 25%. Donc ici, on va remonter. Donc, en faisant ça, on va faire deux choses. On va donc mettre un TI beaucoup plus court. Là, on est d'accord. Vous voyez, ici, le débit s'arrête plus haut par rapport à là. Donc, le temps inspiratoire est plus court. Le débit de pointe, ensuite, le patient va expirer. Mais la première chose que ça va faire, donc, effectivement, ça donne, comme le TI est plus court, ça donne plus de temps pour expirer. Mais ça, plus le malade est grave, moins ça marche. Pourquoi? Parce que plus le malade est grave, plus la constante de temps est longue. Vous allez donner un petit peu de temps en plus pour expirer, mais ça va faire sortir très peu du volume trappé qu'il a. Alors, c'est vrai que je ne vous l'ai pas affiché, mais regardez, si on met le volume trappé d'un BPCO, vous voyez que là, on est carrément dans du 1 litre. Donc, il respire, il peut faire des volumes de 300, 500 millilitres, ça dépend du gabarit, et avoir des volumes trappés au-dessus de sa CRF de 1,5 litre, 2 litres, sans souci. Donc, pour sortir ce volume en trop qui peut avoir un effet aussi sur les capillaires pulmonaires, sur l'hyperpression pulmonaire, enfin de l'hypertension artérielle pulmonaire, d'un cœur pulmonaire chronique, et de décompenser aussi sur ce côté-là, pour diminuer ça, c'est pas tant d'avoir baissé, en baissant le temps inspiratoire, en augmentant le trigger, c'est pas tant d'avoir donné plus de temps pour expirer qui marche, c'est comme c'est un mode en pression, ce que vous avez surtout fait ici, en diminuant, vous voyez, sur ces deux cycles, le temps inspiratoire, en le mettant plus bas, c'est comme vous pressurisez moins longtemps, vous faites moins de volume. Et donc, petit à petit, il y a moins de volume et il y a plus de temps pour expirer. Et c'est ça qui va marcher. C'est qu'en fait, comme vous pressurisez moins longtemps, vous voyez, donc, en mettant le trigger à 50%, ma fréquence respiratoire d'un coup, elle augmente. Ça ne veut pas dire que le patient est moins bien. Souvent, quand on fait un réglage et que le patient augmente sa fréquence, on dit ah bah mince, ça ne doit pas lui plaire. Non, c'est que d'un coup, vous démasquez sa vraie fréquence neurologique. Donc, on voyait qu'ici, tous les efforts, maintenant, pression musculaire, sont récompensés. Il y a toujours un peu de retard au trigger, mais ça, c'est assez classique. Quand on était avec un trigger trop bas,
Donc, il y a des ventilateurs. Il faut savoir que les ventilateurs de début des années 2000, c'était à 10% de trigger expiratoire et on ne pouvait pas le régler. Donc, pour ventiler les BPCO, les premiers Servo 300, avant les Servo I, par exemple, chez Maquet, c'était très problématique. Donc là, j'ai mis exprès un peu court pour illustrer. Donc, il y a autre chose qu'il faut bien savoir. Quand vous mettez plus vous mettez d'assistance, plus vous mettez de niveau d'aide, plus vous allez faire une autre asynchronie au-delà des efforts inefficaces, qui est un cycle prolongé. Vous voyez ici, le patient, il a fini de respirer ici, et pourtant, il y a encore tout ça derrière qui tire. Pourquoi? Parce que comme le poumon est très souple, bah, il va mettre du temps à décélérer. C'est très facile de souffler dedans. Donc, quand vous mettez la pression, bah, ça rentre bien plus que ce que ne veut le patient. Le patient, il a déclenché un système qui est souple, la valve s'ouvre, ça pressurise avec cesse d'aide, ça remplit trop le patient. Donc ça participe aussi à trop de volume. Donc, quand vous avez un patient qui est... donc, vous voyez, si je baisse... Donc, je peux jouer sur le temps expiratoire, on vient de le voir. Ça, c'est la première chose. Trigger. La deuxième chose, si je ne touche pas au trigger, c'est à l'inverse de dire, oui, il a 15 de fréquence, c'est probablement normal, donc je vais lui baisser mon niveau d'aide pour baisser le volume courant. Et en faisant ça, en baissant le niveau d'aide ici, je vais nettement diminuer le risque d'avoir ce cycle prolongé, vous voyez, qui se termine trop tard. Donc là, donc on réglera deux problèmes d'asynchronie. On va faire moins de volume, on va pressuriser moins longtemps, donc il y a moins d'insufflation prolongée. Petit à petit, vous allez voir la fréquence ici, elle va augmenter. Ça veut dire que vous allez, parce que vous baissez le trapping, ce qu'on voit bien sur les courbes de volume ici, il y a du volume qui est rendu là, petit à petit, rendu ici encore, et puis après, ça s'équilibre. Donc là, la fréquence augmente. La question de se poser, c'est que vous avez baissé le niveau d'aide, la fréquence augmente. Pour beaucoup, souvent, c'est de se dire, ah bah mince, le patient se fatigue, il n'est pas bien. En l'occurrence, c'est juste lié au fait que vous avez démasqué les efforts inefficaces qu'on ne voyait pas. Donc retenez qu'une fréquence basse, ce n'est pas normal. Le cyclage, on a plutôt tendance à l'augmenter pour faire des TI courts. Ça aura l'avantage de baisser le niveau le volume du patient. Et qu'on peut aussi, donc, il y avait une étude de l'équipe de Créteil, et donc Laurent Brochard, qui avait comparé soit je baisse le trigger, enfin je baisse le TI et j'augmente le trigger, soit je baisse le niveau d'aide. Avec du coup, dans les deux cas, comme on joue sur le temps ou sur le niveau de pression, on va en fait diminuer le volume courant. Vous voyez que là, 5,3, 6 millilitres, c'était leur objectif. 5, c'est peut-être un peu trop bas. Donc là, bah, si on met à 40%, il faut peut-être le laisser à 14 d'aide et trouver un bon compromis entre... Ces efforts, du coup, sont tous récompensés avec moins d'aide. Donc on fait des plus petits volumes, mais on fait plus de cycles. Et après, il faut regarder le pH et la PCO2 du patient sur un gaz pour contrôler ça. Donc là, on a vu les retards au déclenchement, les insufflations prolongées et les efforts inefficaces, qui sont les trois asynchronies majeures des BPCO. Et donc, je dis, chez les SDRA, c'est plutôt, enfin les restrictifs, c'est plutôt les doubles déclenchements, les cycles prématurés. Voilà. Donc, voilà ce que je voulais vous montrer avec le simulateur en 1 heure. Donc, ça, vous pouvez retrouver, donc on l'a fait sous forme annotée, par exemple, si vous ne vous souvenez plus trop, les efforts inefficaces. Il y a des petites vidéos qui vous montrent. Il y a les articles référents des études qui ont montré ça. Et là, on a annoté avec les efforts patients, quand ça commence, quand ça finit, le temps en excès, etc. Enfin, tous les types d'asynchronie qu'on peut voir. Et donc, on l'a classé par réglage soit du trigger expiratoire, soit du niveau d'aide, etc. Et après, on a fait des protocoles. Donc ça, vous pouvez les retrouver, par exemple, le protocole du BPCO, quand il est en contrôlé, et ensuite quand il est en assisté, avec tous les types d'asynchronie.